La guerre entre Israël et l'Iran vient tout juste de s'achever. 50 otages sont toujours détenus par le Hamas à Gaza depuis 634 jours, très exactement. Et pendant ce temps, de son côté, Donald Trump trace déjà sa propre carte de la région. Après une tournée express dans plusieurs pays du Golfe, le mois dernier, le président américain affirme vouloir élargir les accords d'Abraham. Alors, comment comprendre cette offensive diplomatique? Comment analyser de façon plus globale l'équilibre du Moyen-Orient? Nous allons tout comprendre avec le politologue Emmanuel Navon. Bonjour. Bonjour. Pour commencer peut-être, revenons si vous le voulez bien sur les accords d'Abraham. Donald Trump semble continuer de tenter d'infléchir la politique des pays arabes en faveur de son allié israélien. Il souhaite un élargissement des accords avec des pays comme l'Arabie saoudite, la Syrie et le Liban. Alors ma question sera assez simple, cela est-il vraiment possible et souhaitable ? Souhaitable, bien entendu. Une normalisation entre les différents pays de la région avec Israël est toujours souhaitable. La véritable question est de savoir si c'est possible. Et la réponse est que c'est beaucoup plus réaliste aujourd'hui, après les coups très durs que l'Iran a essuyés. Il faut bien comprendre que l'Iran était la source continue, la source principale de la violence et de l'instabilité au Proche-Orient, pas seulement du fait de ses alliés soumis tels que les Houthis, le Hezbollah et autres, mais ce réseau que l'Iran a bâti depuis plus de décennies a été frappé très dur grâce à Israël et l'Iran lui-même. Donc un Iran affaibli permet de reprendre la normalisation entre les pays qui étaient encore sous la férule de l'Iran. On pense effectivement en particulier à la Syrie, mais également le Liban. Un Liban qui continue d'être un pays malheureusement détruit de l'intérieur par ces guerres civiles, mais dans lequel finalement le Hezbollah n'a plus l'emprise qu'il avait dans le passé, et où il y a un nouveau président qui refuse de laisser au Hezbollah de tenir le pays en otage. Donc cette normalisation, elle est possible. Et puis évidemment, vis-à-vis de l'Arabie saoudite, qui est le pays principal sur lequel se focalise la diplomatie américaine et israélienne dans la région, l'Arabie saoudite, la grande puissance pétrolière de la région, qui se sent toujours menacée par l'Iran, et qui, après la défaite de l'Iran dans la guerre Israël-Iran, se sent beaucoup plus, je dirais, renfermé dans sa volonté de normaliser avec Israël. Mettons donc, Emmanuel Navon, que les accords d'Abraham s'élargissent aux pays cités précédemment, je le rappelle ici, l'Arabie saoudite, la Syrie, le Liban. Ces nouveaux accords pourraient-ils vraiment, selon vous, tenir si la situation à Gaza, telle que nous la connaissons aujourd'hui, reste à ce point explosive? Les pays de la région ne veulent pas être otages de la question palestinienne. Ils l'ont déjà prouvé d'ailleurs avec les premiers accords d'Abraham en 2020, puisque à l'époque, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, puis le Maroc avaient normalisé leur relation avec Israël, en dépit du dossier palestinien. Même chose aujourd'hui. Alors évidemment, on imagine que tant que la guerre n'est pas terminée officiellement à Gaza, on voit difficilement un nouveau pays arabe de la région signer un accord de paix avec Israël. Mais disons que dès que, et cela devrait arriver incessamment, dès que la guerre à Gaza sera officiellement déclarée finie avec, on l'espère évidemment, la libération de tous nos otages, eh bien cette normalisation sera rendue possible, alors même qu'encore une fois, des pays comme l'Arabie saoudite ou la Syrie n'ont aucun intérêt véritable dans la question palestinienne et ne veulent pas être otages du fait que le leadership palestinien refuse systématiquement d'arriver à un accord avec Israël. Cela a été prouvé par les premiers accords d'Abraham et cela sera confirmé par les seconds accords d'Abraham. Se pose tout de même ici la question de la légitimité dans l'action. Les États-Unis peuvent-ils vraiment redessiner seuls l'équilibre d'une région aussi complexe? Et d'ailleurs, avec ces possibles réorganisations, que peuvent espérer les Palestiniens? Je ne pense pas qu'il s'agit ici de redessiner la région. Il s'agit tout simplement d'essayer de la stabiliser. Or, qui sont les acteurs crédibles à part les États-Unis? On peut se poser la question. Est-ce que c'est la Chine qui a permis à l'Iran de contourner les sanctions économiques sur son programme nucléaire? Est-ce que c'est la Russie qui a fourni à l'Iran sa technologie nucléaire et qui est devenue son allié dans la guerre commune de la Russie contre l'Ukraine et l'Europe et de l'Iran contre Israël et l'Occident? Est-ce que c'est une Union européenne qui n'a pas véritablement de direction aujourd'hui et qui s'est complètement décrédibilisée, en particulier avec les déclarations d'Emmanuel Macron ces 2 dernières années? Qui sont les acteurs crédibles dans la région à part les États-Unis? Honnêtement, je n'en vois pas.
En fait, Donald Trump réaffirme ici la centralité stratégique des États-Unis. Je reprends ici la thèse défendue par l'historien et directeur de l'IFRI Thomas Gomar, c'était dans le journal Le Monde du vendredi 27 juin. Il affirme qu'en bombardant l'Iran dans le sillage d'Israël, le président américain opère une démonstration de force à l'adresse justement de la Chine et de la Russie que vous évoquiez. C'est un rappel du fait que seule l'armée américaine était capable de faire ce qu'elle a fait en Iran. Aucune autre armée au monde n'était capable de le faire. Aucune. Et puis c'est un rappel du fait qu'il y a effectivement une superpuissance dans le monde aujourd'hui, c'est les États-Unis. La Chine, effectivement, on peut dire aujourd'hui que la Chine a un statut de très grande puissance du fait de la taille de son économie et de son armée. Mais malgré tout, c'est un pays qui souffre de faiblesses objectives, en particulier la réduction de sa population, le vieillissement de sa population, une croissance économique qui se tasse, et puis, au bout du compte, une dictature communiste qui n'a pas l'attrait culturel qu'a les États-Unis dans le reste du monde. On ne parle même pas de la Russie qui a un produit intérieur brut de la taille de celui de l'Espagne et dont l'armée finalement s'est avérée être complètement incompétente. Et donc, les États-Unis, oui, sont la seule grande puissance du monde, la seule superpuissance, et heureusement, parce que c'est le pays qui a sauvé la liberté à plusieurs reprises depuis son indépendance il y a plus de 200 ans. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on peut véritablement remercier le ciel que la seule superpuissance est une démocratie qui a prouvé sa capacité et sa volonté de sauver le monde libre à plusieurs reprises. Et l'Europe dans tout cela ? L'Europe, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une grande puissance allemande qui est en train au moment où on se parle, d'augmenter de façon très significative ses dépenses, entre autres militaires, qui est déjà la plus grande puissance économique de l'Europe et qui va devenir sa première puissance militaire, également avec la Pologne. La Pologne qui devient une grande puissance militaire à l'est de l'Europe. Et puis des pays est-européens qui refusent de plus en plus de se soumettre aux politiques venant de Bruxelles. Une Grande-Bretagne qui, comme l'avait dit Winston Churchill, de Gaulle en 1944, entre l'Europe et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. Et puis une France inaudible et complètement décrédibilisée sous Emmanuel Macron, qui veut devenir le porte-parole du Sud global, et un président français qui gère la France comme si elle était une ONG. Au milieu de toutes ces décisions, de toutes ces tergiversations parfois, au milieu en somme de ces enjeux géopolitiques, il y a des vies qui sont en jeu. Je pense notamment aux 50 otages encore détenus par le Hamas. Est-ce que le dossier des otages pèse réellement dans les négociations diplomatiques encore aujourd'hui, ou est-il devenu un argument secondaire face justement aux nouveaux enjeux stratégiques régionaux ? Ça n'est pas un argument secondaire et ça n'a jamais été un argument secondaire. Il est évident que du point de vue du gouvernement israélien, de la société israélienne, la question des otages est primordiale. Simplement, effectivement, on semble oublier parfois que ces otages sont détenus par le Hamas et pas par Israël. C'est le Hamas qui refuse de les libérer et que, évidemment, les exigences du Hamas, si elles étaient acceptées, ou en tout cas celles qui étaient les siennes il y a encore quelques mois, si elles avaient été acceptées, auraient finalement conduit à une capitulation d'Israël et à la reconstitution du Hamas. Donc il s'agit là évidemment d'un dilemme cornélien très douloureux, mais il est évident que les otages restent au centre des préoccupations du gouvernement et de la société israélienne. Tout est fait et tout continuera d'être fait pour les libérer. À votre avis, Emmanuel Navon, la prolongation de la guerre à Gaza pourrait freiner ou au contraire accélérer l'élargissement des accords d'Abraham ? Cette guerre arrive à son terme dans la bande de Gaza, dans la mesure où au moment où on se parle, il y a des négociations qui se tiennent avec également le Qatar. Benjamin Netanyahou doit se rendre aux États-Unis incessamment. On s'approche de la fin de la guerre à Gaza, mais encore une fois, il faudra absolument que, outre évidemment la libération des otages, le Hamas ne soit plus non seulement en état de nuire, mais n'ait plus la capacité de se reconstituer. Il est indispensable que cela soit le cas, et cela d'ailleurs, entre parenthèses, est également de l'intérêt des autres pays de la région, en particulier l'Égypte. L'Égypte ne veut pas une reconstitution du Hamas ou un renforcement du Hamas. Et plus Israël parviendra à défaire le Hamas et à sortir victorieux de cette guerre, plus Israël aura des chances de normaliser avec les pays arabes. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une paix
sur la base de la force d'Israël. C'est véritablement la paix de la réelle politique. C'est pas les rêves insensés d'Oslo. Les pays arabes de la région respectent Israël pour sa force et sa capacité finalement d'être la seule puissance de la région qui a réussi à mettre l'Iran à sa place. Et c'est sur la base de cette force israélienne, de ce pouvoir d'Israël, que les pays arabes de la région sont prêts à normaliser. Donc plus Israël parvient à vaincre les ennemis que sont le Hamas et autres, plus les chances de normalisation plus la normalisation a une chance de se concrétiser. Qu'appelez-vous les rêves insensés d'Oslo, Emmanuel Navon? La théorie selon laquelle signer un accord avec l'OLP allait amener à la paix et nous amener à la guerre, tout simplement. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, pour toutes ces précisions. Vous écoutez RCJ.